De retour sur ce plateau, notre invité s'est déjà installé, l'honorable Eddy Mbouyou, élu de Kolwezi. Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup, madame la journaliste. Alors, quelle est votre appréciation de la validation de l'arrêté ministériel créant 33 zones d'exploitation artisanale? Vous avez milité pour ça. Merci beaucoup, madame la journaliste. Vraiment, pour moi, c'est un sentiment de joie. Et j'aimerais, avant toute chose, essayer un peu d'expliquer à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment que le combat n'a pas été facile. On essaie un peu d'expliquer l'historique. Je pense que c'était lors de la visite du premier citoyen de Congolais, lors de l'inauguration du centre des négoces à Kolwezi, où un plaidoyer a été formulé par la société civile, les coopératives minières, pour dire que dans le Lualaba, il y a juste des zones de tolérance. Jusque-là, il n'y a pas des zones d'exploitation artisanale. Par conséquent, il n'y a pas cette classe moyenne. Et cette demande a été formulée par cette société civile, et séance tenante, le président de la République a instruit le DG de Camille, qui était juste à ses côtés, pour faire de son mieux afin que les artisanaux puissent avoir des zones d'exploitation artisanale. Alors, cette situation, après ces plaidoyers, il s'est passé beaucoup de temps et que l'ordre du président n'a pas été exécuté, et nous avons fait des efforts. Ce sont les obstacles que vous avez rencontrés au cours de ce processus. Oui, quand la société civile, les coopératives, ils ont fait de va-et-vient pour venir à Kinshasa pour suivre ces dossiers, c'est alors qu'ils ont confié les dossiers entre les mains des députés nationaux que nous sommes. Et notre première action au niveau de l'Assemblée nationale était d'abord de convoquer le ministre de Mines à l'époque, pas l'actuel, pour vous dire que c'est une histoire qui date. Nous avons initié une question orale avec débat pour lui dire que la parole du président est sacrée, ou la parole du président vaut la loi. Et avec les efforts de mes collègues, les efforts des autorités provinciales, les efforts de tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment où il y a effectivement 33 zones d'exploitation artisanale octroyées à la province du Lualaba. Et ici, il faudrait que je souligne, madame, donc ces plaidoyers n'ont pas concerné seulement la province du Lualaba, parce qu'au total, il y en a eu 64 ZEA que les Congolais viennent de bénéficier, dont 33 dans la province du Lualaba. Et vous voyez ce qui me fait beaucoup plus de joie aujourd'hui, parce qu'on avait mis une politique sur pied par rapport à notre plateforme, à notre vision, et qui est une vision de notre autorité morale, son Excellence Fifi Masuka Saini, et avec le président de l'Assemblée qui était là, l'honorable président Jean-Marie Kassia Tchingambo, à chaque fois qui recevait les doléances de la population, et on a fait un courroie de transmission, et à chaque fois qu'il y a des doléances recueillies au niveau de la province, on nous envoie ici. Alors, concrètement, honorable, en quoi cette décision constitue-t-elle une avancée pour les populations du Lualaba? Oui, madame, vous savez, lorsque on octroie des zones d'exploitation artisanale, parce qu'il faut bien comprendre que nous avons un ministère de mines et l'émergence de la classe moyenne. Et l'émergence de la classe moyenne ne pourra venir que lorsque les exploitants artisanaux ont leur propre zone d'exploitation artisanale où ils peuvent œuvrer. C'est pourquoi nous nous disons que c'est vraiment quelque chose de louable. Et nous ne pouvons pas laisser cette opportunité
qu'on ne peut pas le laisser passer comme ça parce que c'est vraiment une opportunité qui fera que les artisanaux miniers au niveau de la République démocratique du Congo et iront... Qui sont des jeunes, donc ça a un grand impact c'est déjà dans l'emploi une création d'emplois dans le Lualaba. de jeunes parce qu'il faut savoir que c'est un secteur où on n'exige pas de CV et tout le monde est le bienvenu. C'est pourquoi ici je profite de votre micro pour remercier le chef de l'État pour avoir réalisé au travers de ses services cette promesse longtemps attendue dans la province du Lualaba. Nous remercions également les ministres de Mines et ses services, le 2G de CMAP qui est tout le temps sur terrain afin de concrétiser la vision du chef de l'État. Alors concrètement, combien d'exploitants artisanaux pourront bénéficier de ces nouvelles zones? Bon, madame, c'est un pas qui vient de commencer. Nous vous avons que dans le Lualaba, nous avons plus de 50 000 artisanaux, mais qui sont réunis. 50 000 juste pour le Lualaba? Plus. J'ai dit plus de... Oui, plus de 50 000. Ouais. Ok. Qui sont réunis dans des coopératives. Nous avons plusieurs coopératives. Et voilà, lorsqu'on a signé ces arrêtés, nous avons vu le DG de CMAP descendre sur terrain, ensemble avec l'autorité provinciale, pour voir comment va se faire la répartition, la redistribution de ces zones d'exploitation artisanale. Et la première des choses, on a commencé par mettre sur pied une commission qui est composée, une commission de coopératives, et cette commission est passée par les élections. Et c'est au travers de cette commission qui va analyser, qui doit identifier toutes les coopératives afin de faire un partage équitable. Un partage équitable parce que vous savez, dans la répartition, nous avons à peu près 8 zones d'exploitation artisanale au niveau de Tenke, on en a à Muchacha, on en a à Kapanga, et il faudrait que même les enfants qui sont par exemple à Kapanga, que se retrouvent aussi être intéressés. Ici, il faudrait que la répartition soit équitable. Donc, il faudrait que tout le Lualabé puisse bénéficier de ces 33 zones d'exploitation artisanale parce que nous avons plusieurs coopératives, mais il faudrait qu'on tienne compte aussi que chaque quartier, chaque cité, de la représentativité de toutes les couches. Et là, ce sera un partage équitable. Alors, on va parler de l'encadrement des créateurs. La question revient souvent. Comment garantir que les exploitants artisanaux travaillent dans des conditions sécurisées après cette victoire? Bon, je pense que nous avons un service habilité qui est le service de CMAP et avec un technicien qui est à la tête de ces services, et je sais que ces services a des atouts et un personnel qualifié qui va vraiment encadrer la jeunesse, qui va vraiment encadrer ces artisanaux, parce que ici est de signaler que deux fois vous étiez en train de voir il y avait des cas d'éboulement par-ci par-là, mais il faut savoir que c'était dans des zones où c'était pas vraiment dans des zones à exploitation artisanale, c'était dans des zones où les artisanaux n'étaient pas encadrés, mais avec des zones d'exploitation artisanale qui viennent d'être offertes. Donc aujourd'hui, il y a des mesures pour lutter contre l'exploitation illégale dans le Lualaba. Avec ces mesures. Voilà, ce sont de bonnes mesures que nous avons militées, parce que vous savez, madame, on est en train de crier, de décrier et de dénoncer de cas d'insécurité qu'on sort. Il fallait se dire que ces manques de zones d'exploitation artisanale faisaient aussi partie de l'insécurité au niveau de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba, et avec secteur 3
de ZEA. Nous espérons vraiment que même l'insécurité va pouvoir diminuer dans la ville de Kolwezi. Alors, on va parler des relations entre les sociétés minières et ces creuseurs. Comment éviter les conflits entre exploitants artisanaux et entreprises minières industrielles? Madame, je venais de vous dire que pour éviter ces conflits, c'est la résolution que le chef de l'État vient de prendre. Parce qu'avant, je vous ai dit que les creuseurs étaient en train de travailler dans des zones de tolérance. Et ces zones de tolérance étaient acquises grâce au leadership de Madame la gouverneure qui a eu à négocier avec certaines entreprises qui ont dû accepter de céder certains de leurs sites et la province a fait son management pour y mettre un peu de creuseurs. Et vous voyez, lorsque vous êtes en train d'évoluer dans un site privé, dehors les coopératives, ce sont des sociétés aussi minières, mais ils avaient des difficultés pour avoir des financements parce que si ils se disent d'aller chercher des financements au niveau de certaines banques, au niveau de certains partenaires, on leur exige un document qui prouve qu'ils ont un droit minier. C'était difficile d'avoir des financements pour que ces coopératives puissent évoluer. Mais aujourd'hui, voilà que comme il y a de zones instituées et nous espérons que ces coopératives auront leurs droits, ils seront institués légalement avec un soubassement légal. Et ce qui fera que ceux-là qui sont dans des zones ou dans des sites miniers vont être délocalisés dans des zones d'exploitation artisanale et ce qui va éviter le conflit entre les exploitants artisanaux et les sociétés minières. Et donc, on peut se réjouir également que ces zones contribuent à l'économie locale et aux recettes de l'État. Oui, évidemment, parce que je vous dis, l'économie de la ville de Kolwezi est reposée sur l'exploitation artisanale, parce que si il y a l'exploitation artisanale, même une maman qui est en train de vendre de l'eau au marché, celui qui vend un peu de fruits, trouve un peu de quoi mettre sous la dent. Mais si cette activité est étouffée, vous verrez qu'il y a une crise qui gangrène la ville de Kolwezi et la criminalité monte toujours. Mais il faut des mécanismes de contrôle pour assurer une gestion de transparence de ces zones. C'est pourquoi je vous ai dit que lors de la descente du DG, avec le concours de l'autorité provinciale, son excellence Fifi Masuka, et le concours de l'Assemblée provinciale du Lualaba, dirigée par l'honorable Jean-Marie Kassé à Chingambo, toutes ces autorités provinciales se sont mises ensemble. Et je vous ai dit, ce n'est pas de commissions qui ont été nommées pour dire qu'avec une influence politique, je vous ai dit, ce sont des commissions élues. Et on l'a fait, c'est pour qu'il y ait vraiment cette transparence. Et comment la population du Lualaba pourra-t-elle suivre la mise en œuvre effective des décisions? Madame, il fallait voir, lorsque la délégation du gouvernement provincial est descendue dans la ville de Kolwezi, c'est vraiment tout un peuple qui a été mobilisé, c'était vraiment la joie de tout le monde, commençant par la gouverneure de province, le président de l'Assemblée, les députés provinciaux, les conseillers municipaux et les coopératives. Ils ont accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie pour vous dire que c'est une nouvelle grandiose que la population du Lualaba était en train vraiment d'attendre. Alors, quels sont les délais prévus pour que ces 33 zones deviennent pleinement opérationnelles? Madame, le délai, je vous ai dit, on a institué, c'est une étape, on a institué des zones d'exploitation artisanale. Et ici, je m'aurais bien rappelé, lors du passage de la Première ministre, lorsqu'elle était venue au niveau de l'Assemblée pour présenter les budgets 2026, j'avais même évoqué une question parce que le ministre avait déjà promis ces ZEA, les 64 ZEA au niveau de tous les territoires de la République.
Mais lorsque je scriptais le budget, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de crédit. De crédits qui ont été alloués pour la découverture, pour la viabilisation de ces ZEA, c'était un problème. Et nous avons interpellé le gouvernement de pouvoir allouer de crédits, parce qu'il ne suffit pas d'octroyer de ZEA, il faut les viabiliser. Et à notre grande satisfaction, ces plaidoyers a trouvé gain de cause, parce que dans le budget rectificatif, cela est inclus. Et même lors du passage de l'équipe du cabinet du ministre de Mines, ils ont garanti à la population qu'il y a déjà le budget et la découverture, la viabilisation de ces ZEA se fera par le gouvernement national. Voilà, c'est vraiment pour moi une très grande joie si on a le ZEA et on a fait un plaidoyer pour le crédit alloué pour la viabilisation et que cela est effectif. Vous voyez que je suis l'homme le plus heureux. Vous êtes l'homme le plus heureux, mais est-ce que le nombre de 33 est suffisant pour répondre aux besoins du secteur artisanal au Lualaba? Madame, je dirais le nombre n'est pas suffisant, mais beaucoup commencent par un. Et aujourd'hui, les Lualaba... Vous espérez que le gouvernement augmente le nombre de ces hommes? J'ai confiance au gouvernement, j'ai confiance au président de la République, j'ai confiance à l'autorité provinciale, à l'Assemblée provinciale, parce que vous savez, dans le Lualaba, ce qu'il faut vraiment reconnaître, que c'est une province qui est très calme, où l'Assemblée provinciale est en train de lutter à la stabilité des institutions. C'est pourquoi vous voyez que le Lualaba est en train de progresser, de se développer, parce qu'il y a un calme. Et nous avons confiance qu'avec le 33 ans d'exploitation artisanale, cela va être géré dans le calme, parce que le Lualaba, c'est vraiment une province où il y a vraiment la paix. Il n'y a pas de conflit communautaire, tout est vraiment calme. Alors, quelles sont les prochaines réformes en tant que député national du Lualaba que vous souhaiterez voir aboutir en faveur des exploitants artisanaux? Oui, madame, nous avons deux réflexions, surtout en ce qui concerne, parce que vous savez, je vous ai dit, moi je suis élu de Kolwezi, d'une province minière, mais il faut savoir que les mines s'épuisent. Et quand les mines s'épuisent, mais il faut aussi avoir une politique d'après-mine. C'est pourquoi vous voyez depuis 2018, avec ces systèmes-là de la redevance minière, ces systèmes-là du cahier de charge, de la dot de 0,03%. Et je pense il y a 3 ou 4 jours où nous avons fait partie dans une commission où nous avons invité les ministres de Mines et nous avons donné nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, madame, vous allez vous rendre compte, lorsque des sociétés s'installent dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, quand il y a des cahiers des charges, ils construisent tous école, centre de santé, école, centre de santé. Et même les entités territoriales décentralisées, école, centre de santé. Et lorsqu'on a la dot de 0,03%, c'est toujours école, centre de santé. Mais il faudrait se dire, ces écoles-là, nous les construisons. Mais il faut les entretenir. Et lorsque nous serons à la dernière pioche, il n'y a plus de minerais. Ça arrivera un jour, hein? Oui, parce que le Lualaba, c'est le secteur minier, on sait au moins dire, nous exploitons pendant 25 ans, pendant 30 ans, et il y aura plus de minerais. C'est pourquoi moi je suggère, il ne faudrait pas qu'on se fie juste à mettre sur pied des infrastructures, mais il faut aussi penser avec l'argent de redevance, avec l'argent octroyé dans le cadre de cahier de charges, à voir comment orienter ça dans d'autres activités, avoir des activités génératrices de revenus. C'est pourquoi moi je loue la grande vision de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, qui venait de créer
de deux entreprises, donc une entreprise énergétique, une entreprise de transport, parce qu'elle a déjà une vision. Aujourd'hui, avec cet argent, si on s'est dit avec l'argent de la redevance, au lieu de construire des infrastructures, on peut construire une centrale hydroélectrique, et cette centrale hydroélectrique permettra que toute la province ou la ville sera éclairée, et ça va générer ce qui est une industrialisation, et l'industrialisation va nous amener à un développement, à une création d'emplois, même si... Oui, vous avez parlé justement, vous avez parlé de la vision de la gouverneure du Lualaba, mais après cette avancée, quelle est votre vision à vous, à long terme, pour le secteur minier artisanal dans le Lualaba? Oui, nous sommes en train de réfléchir dans ces cadres. Dans quel sens? Parce que je me dis, vous voyez, je vous ai dit que ça fait beaucoup d'années où les artisanaux n'ont pas eu des zones d'exploitation artisanale. Nous sommes en train de réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans le Grand Katanga, vous allez vous rendre compte que presque partout où il y a de minerais, ce sont des concessions privées. Partout là, il y a des minerais, ce sont des concessions privées. Mais il faudrait maintenant, j'ai une pensée où nous voudrons introduire des réformes, c'est que partout, lorsque vous achetez des concessions privées, il faut garder au moins le 1/10 ou le 2% de votre concession pour la communauté locale. Et cela va permettre à ce que partout où il y aura de droits de propriété minière, la communauté locale aura aussi une portion de 10%, ce qui va faire à ce que tous les artisanaux dans le Grand Katanga auront au moins un endroit où travailler ou un endroit où gagner leur pain. Ce sont des réformes que nous sommes en train de penser introduire dans ces secteurs. Alors, honorable, on va vous garder également pour la deuxième partie, mais pour boucler cette première partie, quel message adressez-vous aujourd'hui aux créateurs artisanaux du Lualaba? En tout cas, le grand message, je l'ai dit, il faudrait que toutes ces coopératives-là et la société civile aujourd'hui ont besoin, comme ils ont eu à le faire, ils avaient fait un mot pour adresser au président de la République. Il est temps aussi de faire vraiment un message de remerciement au président de la République qui a répondu positivement à leurs requêtes, et de travailler aussi, que ces artisans puissent travailler vraiment dans le respect de loi, sous contrôle du service d'encadrement qui est le CMAB. Merci, honorable Mbouyou. Je rappelle que vous êtes élu de Kolwezi. On vous garde pour la deuxième partie de Kinshasa Direct. On va souffler avec des habillages antennes avec la régie. 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde, car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.télé50.cd, sur Facebook, télé50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Eddy Mbouyou, député national élu de Kolwezi. On vous garde pour la deuxième partie de Kinshasa Direct. Vous venez fraîchement, tout à l'heure là, vous avez reçu un diplôme de mérite pour votre engagement en faveur de la population du Lualaba. Cette dernière se reconnaît-elle réellement en vous? Oui, madame. Je pense que nous avons reçu aujourd'hui un diplôme de mérite venant de l'ONG Dynamique pour la paix et pour le développement.
Et c'était pour nous aussi un sentiment de joie parce que les actions que nous étions en train de mener du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, on ne pensait pas qu'il y a des gens qui nous observaient de loin. Et pour nous, disons que voilà, même les gens qui nous suivent, nous avons vraiment milité parce que parmi le rôle d'un député national, c'est de représenter le peuple, de légiférer, de contrôler l'exécutif. Et lorsque vous êtes un député, que vous êtes en train de faire correctement votre travail, de remplir ses rôles, parce que représenter la population, représenter le peuple, c'est porter haut sa voix. Et je vous ai dit, récemment, nous avons parlé du secteur minier, mais il n'y a pas que ça. Les gens nous voient tout le temps. Nous prenons la parole au sein de l'Assemblée nationale. Récemment, nous avons parlé lorsque le ministre de Mines était là, parce que vous savez que bien que nous avons besoin des investisseurs, mais nous voudrions que ces investisseurs-là puissent respecter les lois de notre pays. Et j'ai parlé de la société, par exemple la société Comus, qui exploite, c'est bien, mais cette société, quand elle est venue, elle a trouvé quand même la population riveraine. Et c'est une entreprise qui est située vraiment dans un quartier résidentiel. Et lorsqu'elle a commencé l'exploitation avec le minage, il y a eu beaucoup de maisons qui se sont écroulées. Et ce qui a poussé que la société puisse délocaliser certaines personnes. Mais aujourd'hui, nous avons de milliers de familles ou de populations. Il y a ceux-là qui passent nuit à la Belle Étoile parce que leurs maisons sont écoulées, détruites et ils ont peur de mourir dedans. Et jusqu'à présent, la société Comus a fait le recensement avec l'effort du gouvernement provincial, et ça fait plus d'une année, et que la société n'arrive pas à délocaliser ou à désintéresser ces milliers de Congolais. Et voilà, alors, lorsque nous avons reçu le ministre de Mines, nous avons demandé carrément au ministre de Mines, parce que la loi demande, avant toute exploitation, de pouvoir désintéresser les communautés. Nous avons demandé, nous avons pris le courage de demander au ministre de Mines, dans la plénière et même dans la commission, de trouver des mesures contraignantes. Parce qu'aussi longtemps que la société est en train d'exploiter, il n'y a aucune mesure contraignante, et nous avons demandé aussi longtemps que la société n'arrive pas à désintéresser cette population, eh bien, que le ministre prenne des mesures courageuses de demander à cette entreprise d'arrêter d'abord l'exploitation, parce que cette exploitation est en train de nuire à la population. Il n'y a pas seulement... Au-delà de l'exploitation honorable, quelles sont les attentes de la population de Kolwezi que vous représentez? Bon, en fait, les attentes de la population de Kolwezi est vraiment énorme. La population attend le développement, le changement, l'électrification, l'accès à l'eau potable. C'est ici où j'aimerais encore, par rapport à l'accès à l'eau potable, vous verrez que nous avons donné une autre vision. Parce que quand les sociétés arrivent, ils ont le devoir de donner de l'eau potable à la population. Mais qu'est-ce qui arrive? Et c'est toutes les sociétés qui font de puits. Okay? Ils sont en train de forer et de faire de forage de puits. Vous savez, lorsque vous faites un puits et vous avez de l'eau, et que l'entreprise, je vous ai dit que la ville est vraiment entourée par des sociétés minières, au fur et à mesure que les entreprises continuent à faire l'exploitation, vous allez vous rendre compte que les niveaux où on a trouvé de l'eau, aussi longtemps qu'on est en train d'exploiter, la mine devient beaucoup plus profonde et l'eau va quitter cette nappe et revenir au niveau de la mine là on est en train d'exploiter. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de forages qui se sèchent. Et nous avons demandé, il ne faudrait pas seulement commencer à faire du forage, il faut faire des unités de traitement. Et comme ça, avec des unités de traitement, la population aura accès à l'eau potable.
voilà un peu les attentes de la population. Ils aiment vraiment le développement et aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que avec la vision de la gouverneure, Kolwezi, le Lualaba est en train de se transformer. Et je pense que vous êtes en train de suivre les images dans le Lualaba. Tout le monde qui mais descend le Lualaba, c'est pas seulement Kolwezi, hein? Non, madame, il faut savoir que le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi, mais Kolwezi est le miroir de la province du Lualaba, mais il y a de travaux qui se font même au niveau des territoires. Il faut aussi visiter des territoires. Nous avons une deuxième ville, la ville de Kassaji, où il y a même de travaux, des infrastructures qui se font, de routes, ainsi de suite. Lorsque vous allez visiter dans le Lualaba, dans tous les territoires, il y a de travaux, des infrastructures, des développements qui se font, même dans des territoires. Ce diplôme de mérite, c'est le premier que vous avez reçu ou vous en avez d'autres? Non, c'est pas le premier parce que, je vous ai dit, nous sommes au service du peuple. Pour vous, quelle est la particularité de ce diplôme que vous avez reçu aujourd'hui? Parce que ce n'est pas le premier. La particularité, celui-ci a été lié aux efforts, à notre façon de défendre la population lualabaise, parce qu'ils ont dit c'est en rapport avec nos interventions au sein de l'Assemblée nationale. Pour vous dire, juste au cours de cette session de mars, votre serviteur a eu à initier comment est-ce que nous appelons, 2 actions de contrôle. Donc nous avons fait une question orale avec débat que nous avons adressée au vice-premier ministre des Affaires foncières parce que dans l'administration, dans le Lualaba, tellement que le Lualaba est en train de rayonner, il y a des gens qui viennent, qui ont des affectations, ils se disent qu'ils doivent aller toujours dans le Lualaba et les gens viennent chercher des affectations sans le respect de l'administration. Nous avons beaucoup plus de cas dans le Lualaba. Il y a des cas qui sont déférés devant la justice et nous avons eu à interpeller le vice-premier ministre de la fonction publique pour rétablir un peu de l'ordre dans ces secteurs. Vous pouvez voir, c'est un secrétaire général qui affecte un chef de division. Or, la loi veut que des agents de commandement soient affectés par les ministres sectoriels avec avis du ministre de la fonction publique. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas la même chose. Donc nous avons eu à interpeller le ministre à introduire cela. C'est une action de contrôle que nous avons initiée. Au cours seulement de cette session, nous avons encore initié une question écrite adressée au DG de la GECAMIN, parce qu'il y a un groupe, je pense que vous étiez en train de suivre ça au niveau de chaîne. Il y a eu un groupe des agents que nous appelons des ex-agents de la GECAMIN qui ont été déversés à KCC et que la GECAMIN devrait leur donner les indemnités relatives aux baux à loyer service qu'ils ont rendu à la société et que KCC a déversé cet argent et à la GECAMIN. Et voilà que la GECAMIN, jusqu'à présent, n'a payé que 50%. Et ça fait une année, la GECAMIN a arrêté le paiement. On a initié parce qu'il y a des gens qui meurent. Ça fait plusieurs années, ils ne travaillent pas. Leur argent se trouve déjà à la société GECAMIN. Mais la GECAMIN a arrêté le paiement. On devait savoir pourquoi la GECAMIN a arrêté le paiement. Pourtant, le frais lui ont été versés en totalité. Nous avons initié cette question et ça a été salué par l'ensemble des ex-agents GECAMIN. Je vous ai parlé des fonctionnaires de l'État et nous avons aussi fait 2 motions d'information concernant la pollution du quartier d'Ilungo par la société Rwashi Mining, parce que quand elle a commencé sa production, nous avons vu 2 enfants saigner par le nez, des toitures
de la population être perforée et c'était pas vraiment beau à voir. Et même la ministre nationale de l'Environnement a fait même une descente au niveau de la ville de Colosie pour cette situation. Nous avons eu à faire 7 motions au sein de l'Assemblée nationale, justement au cours de cette session. Et par rapport aux travaux dans des commissions, je vous ai dit qu'il n'y a pas 4 jours, j'ai participé à une commission, avec une commission où nous avons invité le ministre de Mines. Et il n'y a pas très longtemps, nous avons aussi accueilli le ministre des Affaires foncières, ministre de Mines, ministre comment est-ce qu'on sait, le ministre en charge de oh là là, les noms est parti. Ça vous reviendra. Ça va revenir où nous avons pris parole. Donc, au cours de cette session, nous avons pris parole plus de 4-5 fois. Et la population est en train Cette session a été très intense pour vous. Oui. Et nous avons vraiment servi la population comme il se doit. Voilà pourquoi je me dis, l'ONG ne s'est pas vraiment trompé des cibles. Et ils ont vraiment vu ce travail qui est vraiment remarqué. Alors, vous avez reçu ce diplôme de mérite, vous êtes fiers de vous. Qu'est-ce que la population peut encore attendre de vous? Vous arrêtez là ou vous avez d'autres actions? Non, je pense que nous sommes là au service de la population. Pour 5 ans. Nous sommes là au service de la population. Et lorsqu'il y a des problèmes, nous sommes saisis par cette population. Et nous sommes là pour porter haut leur voix. C'est pourquoi nous restons disponibles. Quand nous sommes en train de traiter autant de dossiers, c'est parce que la population a trouvé à nous ce sens-là des défenseurs. C'est pourquoi nous envoie tous ces problèmes pour que cela soit réglé. Puis je vous ai dit que de la manière dont nous sommes en train d'évoluer, il y a vraiment un courroie de transmission avec le président de l'Assemblée provinciale qui est là comme église au milieu du village. Lorsque les gens viennent avec des problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale, lorsqu'il y a des sujets qui intéressent les pouvoirs centraux, on nous transmet ces problèmes. Et voilà au moins de cette manière que nous sommes en train de travailler. Et nous restons toujours sur la même ligne pour servir cette population qui nous a fait confiance. Cette population qui a voulu à ce que nous puissions la représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable Mbouyo, on va chuter en politique. Vous êtes membre de la plateforme A25, regroupement politique cher à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Ce regroupement se dit déjà favorable au changement de la Constitution. Pourquoi cette position? Madame, je pense, j'aime toujours parce qu'il y a des gens qui parlent du changement et sans toutefois peut-être épingler certains faits. Je pense, moi j'aime bien dire avec des exemples. Je prends un exemple très simple, très simple. Vous vous rappelez, il y a quelque temps où il y avait eu les états généraux de la justice, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec le ministre honoraire Constant Moutamba. Et lors de ces états généraux, il y a eu des résolutions, telles que la justice est malade. Des fois, lorsque le citoyen lambda saisisse le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de sanctions, et ainsi de suite, parce qu'il y a ceux-là qui ont estimé dire que le loup ne se mange pas entre eux, parce que c'est Conseil supérieur de la magistrature est juste formé et constitué de magistrats. Et ils ont dit que la justice, ce n'est pas seulement l'apanage de magistrats. Quand on parle de la justice, il y a des greffiers, il y a des défenseurs judiciaires, il y a des avocats, il y a des psychologues. Il ne faudrait pas qu'on parle du Conseil supérieur de la magistrature, mais qu'on parle du Conseil supérieur de la justice, où on va intégrer tout le monde. Lorsqu'il y a un forfait,
commis par un magistrat, au moins dans cette composante, on a au moins tout le monde, un psychologue, un greffier, des avocats qui peuvent sanctionner ces magistrats-là. Cela a été salué par tout le monde, l'opposition, la société civile. Mais ici, je vous rappelle, dans la Constitution nous parle du Conseil supérieur de la magistrature. Mais pour que nous passions à l'aspiration de la population, c'est que la population veut, pour que notre justice ne soit pas malade, pour que la justice intéresse tout le monde, il faudrait que nous passions au Conseil supérieur de la justice. Cela va nous pousser à réviser cet article et à intégrer cette volonté. Dans la Constitution. Pardon? À intégrer cela dans la Constitution. Constitution. Oui, dans la Constitution, parce que c'est une volonté populaire de la population. Et pour vous dire, aujourd'hui, nous venons d'adopter la loi sur le référendum. Une loi qui divise l'opposition et la majorité. Bon, madame... On s'attend à des actions sur terrain de l'opposition qui n'est pas d'accord avec cela. Ça a été quand même du forcing à l'Assemblée nationale. Madame, je pense... vous venez. Non, madame, je pense que... il y a des gens qui sont là en train d'avancer des arguments qui ne tiennent pas debout. Je pense que lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, il est dit le pouvoir, la souveraineté, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple l'exerce de manière directe. Le peuple du Nord Kivu et du Sud Kivu ne pourront pas participer à ces référendums. À Kolwezi, oui, mais pas ailleurs. Attendez que je finisse. Ok. Et que le peuple l'exerce directement par élection, par référendum ou indirectement par ses représentants dont nous sommes. Et ici, il y a déjà une loi par rapport aux élections. Parce que la Constitution dit qu'il y a une loi qui fixe les modalités d'organisation des élections et du référendum. Nous avons déjà une loi électorale. Mais vous ne pouvez pas empêcher un député national qui est en train d'exercer son pouvoir, lui est reconnu dans la Constitution, dont la base constitutionnelle est là, de mettre sur pied une loi sur le référendum, où on veut que la population puisse s'exprimer, on donne le pouvoir au peuple de s'exprimer directement sans passer par le représentant du peuple que nous sommes. Mais vous trouvez que cela est contraire à la Constitution ou cela est inconstitutionnel. Mais quand ils sont en train de parler, ils sont en train de parler au nom de qui? Parce que le référendum veut que la population, le peuple, puisse s'exprimer directement. Et la population de Goma dans tout ça, les populations de Bukavu dans tout ça, vous avez pensé à eux? Madame, ici, on est en train de mettre sur pied le principe qui va rester pendant 2 ans. C'est un principe. Aujourd'hui, il y a eu une loi électorale qui a permis que nous puissions avoir des élections en 2006, en 2011, bien qu'il y ait eu des révisions, mais c'était une base légale qui a fait que nous ayons des élections. Mais si on met aussi aujourd'hui une base légale qui va faire à ce que lorsque il y aura un référendum, comment cela doit se passer? Aujourd'hui, la Constitution dit 100 000 personnes peuvent introduire une pétition pour demander ceci, cela, mais quand ils le font, il faut passer. Comment ces référendums vont s'organiser? Ce n'est pas dit aujourd'hui quand on met sur pied un principe, cela veut dire demain il y aura un référendum. On met seulement le principe de base. Comment le référendum doit se passer? Si aujourd'hui la population veut qu'il y a 100 000 personnes qui initient une action et que cela doit se passer par le référendum, on aura quel soubassement juridique? Ce n'est qu'un soubassement juridique. C'est une loi comme une loi électorale. On sait aujourd'hui quand on doit aller aux élections, il y a des conditions. Il faut être congolais, il faut. Comment s'organisent les élections? Est-ce qu'on a besoin de temps? La même chose avec cette loi vient vraiment encadrer comment le référendum va se passer. Parce que vous avez dit, est-ce que le référendum, parce qu'aujourd'hui je n'ai vu nulle part où on a lancé le référendum. Et à quel sujet? On va y arriver.
Donc, c'est pas une question d'actualité pour qu'il faudrait qu'on en discute. Ce qui est d'actualité, c'est la mise sur pied d'une loi qui organise le référendum. C'est pourquoi cette loi, quand les gens disent le référendum sans le Nord et le Sud du Kivu, et les mêmes personnes vous disent encore non, il faudrait que nous ayons les élections en 2028. Il faut leur poser aussi la question. On va faire les élections sans le Nord et le Sud du Kivu, qui nous disent. Parce que, apparemment, je me dis, c'est dire une chose et son contraire. Edi Mbouyou, élu de Kolwezi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et félicitations pour votre diplôme de mérite. Merci beaucoup, madame. C'est vraiment pour moi un sentiment de joie, un honneur de partager ces beaux plateaux de Télé 50 avec vous et avec tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. À Kolwezi, Jambo, on a reçu votre représentant. Merci de nous avoir suivis à Kolwezi et partout à travers le monde. Ne nous quittez pas, tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal.